Bonsoir tout le monde, bonsoir à tout le monde est là et on va pouvoir commencer notre soirée. Pour ceux qui auraient besoin de l'anglais, il y a l'interprétation dans les deux sens. Donc avec le casque que vous avez dans votre bureau, vous pouvez choisir l'anglais ou le français. Et merci à nos interprètes d'être avec nous en ligne. Toujours précieux de vous avoir avec nous. On va commencer, avant les discussions, par la projection d'un court documentaire. Donc voilà, je vais directement demander à la technique, merci à la DG Link d'être avec nous aussi, de lancer, et puis on démarrera nos échanges. De la soirée, et ce n'est qu'un petit aperçu d'un phénomène mondial, puisque c'est une situation qui se reproduit dans bien d'autres pays que le Chili, l'Ouganda, le Ghana, le Pakistan, et on va évidemment discuter de tout ça tous ensemble. Vous savez à quel point la question du textile me tient à cœur, et j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec Audrey Millet sur les produits chimiques dans nos textiles. On pourra en reparler, bien évidemment, mais le thème de la soirée, c'est les déchets. Je me réjouis vraiment de pouvoir continuer à travailler ensemble. Je rappelle que Audrey est une experte de la mode. Elle a travaillé dans le secteur en tant que styliste. Et c'est en étant confrontée, en fait, à aussi tous les travers de ce secteur qu'elle a décidé de s'intéresser à son évolution et de aussi travailler dans le domaine de la recherche. J'ai envie de faire un petit crochet par un autre de tes livres, qui est l'Odyssée d'Abdoul. L'Odyssée d'Abdoul, je suis certaine que toutes celles et ceux qui sont présents ici ce soir seront intéressés. Procurez-vous ce bouquin parce que dans ce livre, tu retraces vraiment l'Odyssée, le parcours d'Abdoul, qui est quelqu'un qui existe vraiment. Ce n'est pas une fiction. Et pour avoir rêvé d'ouvrir un atelier de confection en Côte d'Ivoire, Abdoul va être en fait ballotté d'un pays à l'autre, exploité du Burkina Faso, puis au Niger. Il se retrouve dans un camp de travail libyen avant d'échouer dans la ville italienne de Prato, au lieu de la production textile en Toscane, par les mafias italiennes, nigériennes, chinoises. Je vous en dis pas plus, mais voilà, l'Odyssée d'Abdoul, je vous le conseille, et ça reste en lien avec la thématique, évidemment. Il y a 2 ans d'ici, en janvier 2023, j'organisais déjà dans cette même salle, et certains d'entre vous étaient là, une conférence sur l'évolution de la mode, ses dérives, présentée déjà à ce moment-là par Audrey. Dans l'après-midi, on avait présenté l'étude que je lui avais commandée, donc sur la question des produits chimiques qui sont interdits en Europe et qu'on retrouve quand même, débat similaire dans l'alimentation, qu'on retrouve quand même dans nos vêtements, dans les importations textiles de vêtements, de chaussures qui proviennent de pays tiers. À l'époque, tu avais pointé, et le chiffre a sans doute évolué depuis, 8000 substances chimiques de synthèse qui sont utilisées dans les processus de fabrication. 8000. Vous saviez ça ? Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment largement documenté, mais encore assez peu connu dans l'opinion publique. Même si on a cette petite phrase « lavez vos vêtements avant de les porter », je pense qu'on a déjà toutes entendu ça. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que les substances chimiques qui sont contenues dans nos habits sont responsables de maladies qui vont des perturbations endocriniennes aux réactions cutanées et autres cancers. Des analyses ont même révélé que les bébés dans le ventre de leur mère ne sont pas épargnés parce que les substances chimiques traversent l'épiderme et s'enfoncent dans les organes, traversant même le placenta. Et donc, voilà, même avant leur naissance, les enfants, les bébés peuvent être contaminés, d'où l'importance de laver les vêtements, mais ce n'est pas l'unique solution. Il faut aussi qu'en amont, on fasse en sorte que ces vêtements soient produits proprement. Et c'est clair que le rapport concluait notamment sur le fait qu'il y ait des lacunes dans l'application des législations européennes, en particulier celles qui régulent la mise sur le marché des produits chimiques, le règlement REACH. Ça aussi, vous en avez sans doute déjà d'une manière ou d'une autre entendu parler.
mais aussi dans les contrôles qui sont exercés par les autorités douanières et les autorités de surveillance des marchés, comme on les appelle. La plupart de nos vêtements viennent du Maroc, d'Inde, de Thaïlande, du Vietnam, du Cambodge ou de la Chine, où les exigences de ce règlement REACH sur les produits chimiques ne sont pas nécessairement connues et encore moins respectées. Et donc, il y a un risque sanitaire, aussi bien pour les travailleurs du bout de chaîne, les travailleuses, souvent, dans le secteur textile, qui confectionnent nos habits, nos chaussures, sans équipement de protection adéquat et plus souvent aussi sans être même informés, tout simplement, de la dangerosité des substances qu'ils manipulent. Il y a certaines choses, et vous avez sans doute suivi l'actualité, c'est pas le but de ce soir de retracer l'actualité européenne dans son ensemble, parce qu'on en aurait pour 2 heures de discussion. Mais voilà, le règlement REACH, pour l'instant, la Commission européenne procrastine à l'idée de l'actualiser, alors que l'actualité est là. Les PFAS sont partout. Les produits chimiques le sont aussi. En France, une pétition contre la loi du plomb a recueilli des milliers de signatures, un processus inédit en quelques jours. La pression populaire est là et néanmoins, on voit que, en fait, nos représentants politiques et la plupart de mes collègues ici au Parlement européen ne prennent pas l'urgence à sa juste mesure. Mais voilà, aujourd'hui, ce soir, on est dans la même configuration qu'il y a 2 ans, à savoir que cet après-midi, Audrey a présenté sa nouvelle étude sur le prix caché de la fast fashion, les déchets que génère la fast fashion. Et encore une fois, l'oreille de la Commission n'était pas tout à fait là. Sans doute qu'elle estime déjà mener suffisamment de projets dans le domaine, puisqu'elle a l'occasion de nous présenter quelques projets qui sont menés. Mais néanmoins, et vous allez l'entendre, ça vaut la peine d'écouter les pistes, les recommandations qui vont être formulées ce soir, parce que le reportage de France 24, et on les remercie de nous avoir laissé diffuser ce reportage ce soir, montre bien le problème. Et si la Commission mettait en œuvre les solutions, eh bien le problème ne serait plus là, n'est-ce pas ? Donc l'intérêt de l'étude, c'est de pointer les conséquences de notre surconsommation de vêtements et plus précisément aussi sur ce que nos vêtements usagés deviennent quand on s'en débarrasse. Je pense que petit à petit, comme on en parle de plus en plus, comme les entreprises d'économie circulaire ont largement attiré l'attention du public sur l'avenir de ces vêtements, on en est de plus en plus conscient. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a un gros problème et les entreprises d'économie sociale en sont les premiers témoins. Faire face aux difficultés que représente la collecte, le tri et puis l'après de tous ces vêtements qui sont issus de la fast fashion, certains quasi pas portés, d'autres portés mais pas réutilisables. Des mesures ont été prises à différents niveaux pour aider les entreprises d'économie sociale à gérer les flux. Il y a aussi l'adoption de la responsabilité élargie des producteurs, donc la responsabilité de ceux qui produisent, qui vont devoir payer pour les déchets qu'ils génèrent. Mais il faut encore attendre un peu avant que ce soit mis en œuvre. Donc en attendant, il faut bien mettre des solutions en place pour éviter que les secteurs d'économie sociale ne fassent faillite quelque part et doivent arrêter leur activité face aux coûts que ça génère. Mais au-delà de ça, on perd de vue que ce sont les pays en développement qui sont ceux qui reçoivent en réalité la plupart de nos déchets et qui doivent les gérer avec des moyens limités, voire inexistants. Et c'est pas une mince affaire, parce qu'en 2020, les Européens, les Européennes généraient 12 millions de tonnes de déchets textiles. 12 millions de tonnes en une année. On peut s'attendre à ce que ce chiffre soit encore plus élevé aujourd'hui, malheureusement. Et le volume total des exportations de ces déchets textiles est aussi en hausse. En 2022, on parle de 1,73 million de tonnes exportées. Ça ne vous dit rien comme ça, mais ça représente 170 tours Eiffel. Voilà, ça vous donne un peu plus une idée de ce à quoi ça ressemble. La Belgique, puisqu'on est en Belgique, c'est le 4e pays européen le plus exportateur de déchets, avec 12% du volume total exporté. 12% du volume total exporté, c'est plus ou moins 83 atomiums. Voilà, ça vous donne une petite idée des proportions.
Les principaux pays de destination de nos déchets sont le Pakistan, l'Inde, l'Ukraine, la Tunisie, la Turquie et le Ghana. Tout récemment, en septembre, un accord a été trouvé sur une nouvelle législation, c'est la directive cadre sur les déchets. Et c'est une directive qui s'attaque à l'alimentaire et au textile. C'est déjà pas mal, il est question d'imposer cette responsabilité élargie des producteurs et aussi une contribution financière des producteurs qui sera modulée en fonction des critères d'éco-conception. Donc le fait de concevoir dès le départ les vêtements de manière écologique, de manière à ce qu'ils puissent être réutilisés, récupérés, recyclés et qu'ils trouvent une fin de vie autre que de devenir un déchet. Avec la possibilité aussi de frapper plus lourdement la fast fashion. Donc il y a enfin cette reconnaissance qu'il y a un problème avec la fast fashion, qui est un peu occultée par l'ultra fast fashion. Il ne faudrait pas oublier qu'en fait, au départ, c'est le secteur de la fast fashion, nos marques les plus connues, qui sont aussi citées dans le reportage, H&M, Zara et les autres, qui sont à l'origine de ce problème. Et l'ultra fast fashion vient rajouter une couche à la problématique, vu sa rapidité, son ampleur, les bas coûts et les bas coûts salariaux qui sont pratiqués derrière aussi. Et donc, ce sont les vêtements, le linge de lit, les rideaux, les chaussures, voire les matelas qui sont concernés. Donc, ça reste important malgré tout. Et la directive veille aussi à limiter l'exportation de déchets textiles qui ne seraient plus réemployables. Donc, elle vient compléter une autre directive qui portait sur l'éco-conception des produits. Et donc, il faut voir tout ça comme un arsenal législatif qui, par ses effets cumulés, va être intéressant pour traiter les problématiques qui nous concernent. Et cette directive-là mettait aussi en place un passeport numérique des produits qui contiendra les informations en termes de durabilité, de recyclabilité, d'usage des produits, notamment textiles. Donc ce sont des choses qui arrivent, qui vont arriver, on progresse. Et c'est tant mieux, parce que pour l'instant, on n'a pas énormément de raisons de se réjouir, n'est-ce pas, dans le contexte politique. Mais ici, il faut quand même aussi pointer qu'il y a des choses qui avancent, ce qui n'empêche pas que cette directive va vraiment porter ses fruits dans plusieurs années. Ça ne va pas se faire une fois qu'elle est en vigueur. Et ça ne va pas non plus changer fondamentalement la donne par rapport à l'amoncellement des déchets textiles tel qu'on le connaît déjà aujourd'hui, tel que l'Irène, et elle va nous en parler, le connaît aussi dans son pays, et aux 4 coins du sud global. Et donc, depuis le désert d'Atacama au Chili, et nous avons commencé la soirée avec le documentaire, donc du Chili à l'Ouganda, on voit bien que les impacts sont les mêmes, causés à l'environnement, à la santé, depuis les travailleurs jusqu'aux habitants et des communautés avoisinantes. Et donc, on passe par le Ghana, par la Turquie, par le Pakistan, par l'Ukraine, dans tous ces pays qui souvent disposent de capacités d'investissement restreintes. Ils n'ont pas les moyens, en fait, de faire face à cette ampleur de déchets. Les salaires sont souvent dérisoires. On l'a vu dans le reportage aussi, et il n'y a pas que là. Et les législations s'avèrent défaillantes. Donc, on a tout intérêt à faire en sorte de travailler main dans la main, parce qu'en tant qu'Européens, on a aussi une responsabilité. Quelque part, on doit assumer la responsabilité et les conséquences de notre propre surconsommation. Parce qu'on est là-dedans, dans un modèle de surconsommation textile. Et cette soirée, ce sera aussi l'occasion de faire le point sur la loi française, une proposition de loi encore toujours, sur la fast fashion. Et donc, je suis heureuse aussi d'accueillir Pierre Condamine des Amis de la Terre France, qui va nous parler du cheminement de cette loi. En tant que Belge, je peux vous dire qu'on regarde beaucoup l'actualité française, et pas que par rapport au textile, mais évidemment, je parlais de la loi du plomb, qui a été un peu prise en exemple ici en Belgique. La proposition de loi française nous intéresse aussi beaucoup. Puis on se demande un peu pourquoi ce ne serait pas l'Europe, en fait, de mettre cette loi en place. Et on en parlera. C'est vraiment un progrès législatif majeur qui doit vraiment nous inspirer. Et ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs, qu'une loi nationale inspire une législation européenne. Donc ce serait pas mal.
Et Pierre, tu viendras aussi nous informer de la réception plutôt froide du côté de la Commission. Vous avez déjà entendu parler quelquefois de la Commission ce soir, de cette fameuse proposition de loi. La Commission la juge de manière assez critique. La Commission européenne, pour rappel, est celle qui est à l'initiative des propositions législatives au niveau européen. Donc c'est vraiment la Commission qui a la main sur des nouvelles propositions. Et si elle la juge de manière critique, c'est sans doute parce qu'elle se dit « Oh, si je la valide, je sens venir les choses, on va me demander de faire la même chose. » Et ce serait tant mieux. Mais donc voilà, on parlera de tout ça. Et je vais d'abord céder la parole à Audrey Millet pour présenter l'étude donc sur laquelle elle a travaillé sur les déchets textiles et les recommandations qui en découlent. Merci beaucoup, Saskia Bricmont. Merci encore une fois, c'est la deuxième fois, pour cette commande de rapport et d'avoir parlé d'Abdoul. Parce que finalement, les premières pages de ce livre commencent à Couédo, cette décharge d'Abidjan où il y a plein de textiles et où les rats sont gros comme des chats. Et il me l'a dit, et je suis née là. Et j'entendais Irène tout à l'heure parler de l'Ouganda, parler du travail des femmes également. On a aussi des gens qui travaillent sur le Ghana et ailleurs, j'imagine que je connais pas. Mais je pense qu'on parle aussi de ces choses parce que ça nous touche de près ou de loin. La procrastination de l'Europe est une chose, vous donnerez vos conclusions. Effectivement, on pourrait avoir des bébés cyborgs, voilà comment les appellent les universitaires de l'université de Milan, les docteurs de l'hôpital de médecine et de Cambridge. Plus tard, des bébés cyborgs, puisqu'on a du microplastique vert, bleu, rose, orange dans l'utérus et dans le placenta. Mais même si on ne doit pas se réjouir, au moins nous sommes là. C'est déjà une avancée. Donc je vous remercie d'être là. Et alors je voulais vous demander, mais je pense que vous n'allez pas le faire, de lever la main si vous avez acheté un vêtement ces 3 derniers mois. Bon, moi j'ose, j'ai eu besoin d'un pantalon. Il y a beaucoup de menteurs. Hein. 9 mois ? Un vêtement neuf ou d'occasion. Ça dépend où tu l'achètes. Bon, un vêtement. Voilà. Et évidemment, vous avez vu ça. Est-ce que vous savez où vont vos vêtements ? Bah, globalement, non, en réalité. Parce que même en France, c'est aussi aujourd'hui très difficile de trouver une benne pour jeter ses vêtements, qui ne soient pas fermés, parce qu'il y en a trop. Voilà précisément le problème que nous devons résoudre ensemble. Chaque année, nous, Européens, générons 12 millions de tonnes de déchets textiles. C'est l'équivalent de 12 kilos par personne. Pour vous donner une image, imaginez 12 kilos de vêtements par habitant multipliés par 450 millions d'Européens. Cela remplirait 240 fois le stade de football où joue votre équipe préférée, ou de rugby, c'est à peu près pareil. Et où vont ces vêtements ? Pas dans nos usines de recyclage européennes, non. Nous les exportons 1,7 million de tonnes chaque année vers le Pakistan, l'Inde, le Ghana, la Tunisie. Je vais vous exposer le problème, mais j'aimerais vous raconter des histoires pour vous exposer le problème. L'histoire de 3 pays. Bienvenue au Ghana et au marché de Kantamanto. À Accra, la capitale, il y a un marché immense où arrivent chaque semaine des centaines de tonnes de nos vêtements. Des femmes principalement trient ces ballots à main nue, 12 heures par jour pour 2 €. En marché formel. Hein. Sur 10 vêtements qui arrivent, 4 sont tellement abîmés qu'ils ne peuvent même pas être vendus. Ils finissent dans des décharges, à ciel ouvert ou brûlés. L'odeur de plastique brûlé, nos fibres synthétiques, envahissent les quartiers entiers et les rendent malades. Bienvenue au Pakistan,
Près de Lahore, il y a des usines de recyclage textile. C'est là que vont nos chiffons, nos vêtements trop usés. Le problème ? Seulement 28% de ces usines respectent les normes environnementales minimales. Les eaux usées, chargées de teintures et de produits chimiques, sont rejetées directement dans les rivières. 45% des points d'eau près de ces zones contaminées. Les travailleurs, souvent des enfants, développent des maladies respiratoires chroniques et des régions entières sont actuellement stériles parce qu'ils boivent l'eau avec tous ces produits à l'intérieur. Imaginez en Inde ce que ça signifie de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Dans l'état du Gujarat, des milliers de travailleurs démontent nos vêtements fibre par fibre pour récupérer le coton, la laine. Ils gagnent en moyenne 78% du salaire minimum. Pas de contrat, pas de sécurité sociale, pas de syndicat et pas de salaire décent. Un salaire décent, ça veut dire qu'au bout de la chaîne du salaire décent, vous pouvez mettre un tout petit peu d'argent de côté pour payer des études primaires, secondaires à votre enfant. Le plus absurde, c'est que ces pays n'ont jamais demandé nos déchets. Ils n'ont pas les capacités pour les traiter, nous le savons, et nous exportons quand même. Il y a des chiffres qui comptent. Techniquement, qu'est-ce qui ne va pas ? Le premier problème, c'est la capacité. Les 3 pays principaux destinataires, Pakistan, Inde, Turquie, peuvent traiter ensemble 950 000 tonnes par an. Et nous, on leur en envoie 1 056 000. C'est comme si vous remplissiez une baignoire qui peut contenir 95 litres avec 156 litres d'eau. Ça déborde. Et quand ça déborde dans le textile, ça finit en décharge ou en fumée et ça tue. Deuxième problème, le financement. Imaginez, vous commandez un repas au restaurant. Vous mangez dans votre assiette votre magret de canard et vos pommes de terre. Le problème, c'est que ça vaut 30 €. Vous partez du restaurant, vous laissez 25 € au restaurateur. Et puis vous lui dites, bon, pour la vaisselle et les déchets, vous vous débrouillez, je ne vous donne pas les 5 €. En fait, c'est exactement ce que nous faisons avec ces pays destinataires. Les pays destinataires supportent 80% des coûts de traitement de nos déchets. Sans compensation, 0 €. On ne paye pas la facture. Résultat, leurs installations sont saturées à 145% de leur capacité normale lorsqu'elles fonctionnent. Les machines s'usent 3 fois plus vite. Les coûts environnementaux non compensés, c'est 250 € par tonne. Troisième problème, et c'est le dernier, après on n'a que des solutions. Le mensonge des étiquettes. Aujourd'hui, nous utilisons un code douanier, le HS 6309, qui est censé désigner les vêtements de seconde main portables. Le problème, c'est que beaucoup d'exportateurs vont utiliser ce code pour exporter des déchets qui ne sont absolument pas portables, qui sont des déchets. On ne peut rien en faire. Ils disent c'est de la seconde main, mais en réalité, c'est juste pour contourner les règles sur l'exportation des déchets. C'est comme mettre une étiquette bio sur un produit industriel. Et j'ai des solutions. On a un plan en 4 étapes sur 5 ans qui ne coûte que 4,5 milliards. Vous ne les avez pas, mais on peut trouver cet argent qui n'est pas énorme. Imaginez combien est payé un footballeur ou ce genre de choses. Étape numéro 1, il faut arrêter le mensonge. Il est nécessaire de réformer complètement le système d'étiquetage douanier. Fini les codes ambigus 6309 bizarres où on peut tout mettre dans le même paquet. À la place, il faut inventer d'autres codes qui diront si c'est un vêtement réutilisable, un déchet recyclable, un déchet toxique.
Comme sur les aliments, si c'était le cas, ingrédients clairs, informations claires. Il est nécessaire de mettre en place une traçabilité numérique qui a l'air délirante comme ça. Mais je crois qu'on arrive à tracer les avions dans le monde, les jets privés, ce genre de choses. Vous pouvez ouvrir votre ordinateur et voir le jet de Bob, de Y, et je ne dirai pas de nom, partout dans le monde. Donc on peut le faire sur les vêtements. Imaginez un QR code sur chaque balle de textile exportée. Vous pouvez suivre son trajet en temps réel, d'où ça part, où ça arrive, qui le traite, comment. Comme un colis Amazon, mais pour nos déchets. C'est donc possible. Le coût 225 millions d'euros pour les contrôles et le système numérique. Étape 2, aider les pays destinataires. Si nous voulons continuer à exporter des textiles, parce que la réutilisation a du sens aussi, alors nous devons aider les pays qui les reçoivent à se donner de vraies infrastructures. Ces pays-là ne sont pas nos poubelles. 500 millions d'euros pour moderniser 2500 installations de tri et de recyclage. Des machines qui trient automatiquement, des systèmes de traitement des eaux usées qui fonctionnent, des filtres à air pour protéger les travailleurs. 50% payés par l'UE, 50% par les pays partenaires. C'est un investissement, ce n'est pas une aide, parce qu'à terme, ces installations pourront aussi recycler leurs propres déchets textiles, parce que ces pays commencent à consommer autant que nous, à surproduire, à surconsommer. Et vous voyez le cercle vicieux. Étape 3, on ne fait pas tout ce travail sans cette étape, protéger les travailleurs. C'est non négociable. 200 millions d'euros pour la protection sociale. Former 100 000 travailleurs aux nouvelles technologies de tri. Garantir un salaire décent, pas 65% du minimum, 100% du minimum. Et on sait très bien qu'un minimum Ghana, Pakistan, Ukraine, ce n'est pas le même. Mais on sait très bien ce que c'est ce minimum. On a une organisation internationale du travail qui a les données. On a beaucoup de données. Une assurance santé obligatoire pour toutes les installations. Pas de cancer, pas de brûlure parce qu'ils ont foulé la teinture eux-mêmes. Des équipements de protection, des masques, des gants, une ventilation. Ça vaut pour les usines à l'extérieur de l'Europe. Ça vaut aussi à l'intérieur. On a beaucoup de pays en Europe où ce n'est pas le cas. Vous savez ce qui est fou, c'est qu'actuellement au Ghana, 72% des travailleurs du secteur textile n'ont aucune couverture sociale. Zéro. On est en 2025. Ils ramassent nos déchets, ils tentent de les traiter, c'est inacceptable. Et l'esclavagisme, ça ressemble à ça. Étape 4, créer une coalition mondiale. Ça ne va pas se faire tout seul, mais nous sommes là, au moins ce soir, pour en parler. Et déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas résoudre ce problème pays par pays. Il faut une approche coordonnée. Nous proposons de créer un mécanisme multilatéral, un grand partenariat qui rassemble l'Union, les gouvernements des pays destinataires, les entreprises textiles et la société civile. 3,5 milliards d'euros pour ce mécanisme qui financera quoi? L'assistance technique, formation et expertise, des investissements dans l'économie circulaire locale, des projets innovants de recyclage textile, parce que la recherche et le développement, c'est très important là. On doit progresser. L'idée, c'est de s'inspirer de ce qui a marché dans le secteur du cacao. Là aussi, il y avait exploitation, déforestation, travail des enfants. On doit continuer. L'initiative Cacao Durable a au moins créé un dialogue, fixé des standards, investi.
Résultat, une amélioration qui a tout de même été mesurable en 5 ans. On ne fera pas tout en 5 ans, mais on doit y aller. On veut faire pareil pour le textile. Si ce plan est adopté et bien mis en œuvre, voilà ce qui change d'ici 2030. Pour l'Europe, on crée 30 000 emplois locaux dans le tri et le recyclage, des vrais emplois, qualifiés, correctement payés. On réduit nos exportations de déchets de moitié, parce qu'on aura développé nos propres capacités de traitement. On respecte enfin nos engagements d'un pacte vert européen. Parce qu'on s'engage beaucoup. Mais on passe rarement à l'action à cause des agendas. Pour les pays partenaires, 500 000 travailleurs bénéficieraient de meilleures conditions, salaires décents, protection sociale, formation. Le taux de recyclage passe de 30 à 45%. Ça veut dire tout de même 15 points de plus. Leurs propres industries textiles se modernisent. Ils ne sont plus juste des poubelles, ils deviennent des acteurs de l'économie circulaire. Pour la planète, cette dame qu'on a l'impression de ne jamais rencontrer, mais sur laquelle on marche, on évite d'enfouir ou de brûler 500 000 tonnes de textiles par an. On réduit la pollution de l'eau dans les zones de traitement. On diminue l'extraction de matières premières vierges. Mais surtout, et c'est peut-être le plus important, on arrête d'exporter notre problème. Le financement, j'irai assez vite là-dessus parce que je pense que c'est super pénible, mais je vous donne des solutions. En fait, on a cherché des programmes qui étaient déjà là, voilà, pour vraiment les utiliser et pas créer de nouveaux financements, de nouvelles idées. Vous savez, tout ce qui est neuf, sauf pour les grands acheteurs, ça fait un peu peur. On pense d'abord au programme Global Gateway, qui est un fonds d'investissement de l'Union. Et en fait, ce n'est pas de l'argent nouveau. Ce programme existe. Il faut rediriger de l'argent vers le textile en considérant que le textile n'est pas juste du glamour, de l'achat dans des grands magasins, et que c'est aussi un problème environnemental, sanitaire et social prioritaire. Ensuite, nous avons la responsabilité élargie du producteur. Actuellement, quand vous achetez un vêtement neuf, le fabricant paye une petite taxe, quelques centimes, pour financer le recyclage. Mais puisque 65% des textiles sont exportés, on perd cet argent. Eh bien, moi, je propose de le récupérer. Vous voyez, ce n'est pas la passoire. L'argent, on le récupère. Et si on récupère ces 65%, ça nous fait 2,3 milliards d'euros par an récupérés. Par an. Notre proposition, c'est donc, on garde ces éco-contributions. Moi, j'aime pas citer des marques. Si une marque envoie 65% de ses déchets à l'étranger, eh bien, on lui dit, tu nous dois tant. Dommage. On garde ces éco-contributions et on les redirige vers les pays qui traitent effectivement nos textiles. C'est logique, c'est juste et c'est le principe du pollueur-payeur. Enfin, le secteur privé. Les grandes marques de mode. Alors, H&M, Zara, Primark, Shein, enfin j'en ai d'autres maintenant, ont les moyens. Et elles commencent à comprendre que ce modèle n'est plus tenable. Pour chaque euro public investi, on estime qu'on peut mobiliser 2,50 € du privé, de chez eux. C'est ce qu'on appelle l'effet levier. Au final, pour vous, citoyens européens, j'ai fait le calcul, ça représente environ 10 € par personne sur 5 ans en tant que contribuable européen. Moins de 2 € par an, le prix d'un café. Ma conclusion sera un appel à l'action. Je vais terminer par là où j'ai commencé. Notre garde-robe.
La mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde, mais je pense qu'on a oublié quelques transports et des choses qu'on n'a pas vues, qu'il faudrait regarder un peu plus précisément. Chaque seconde, l'équivalent d'un camion de déchets textiles est incinéré ou enfui. Nous achetons 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans. Et nous les gardons 2 fois moins longtemps. Ce modèle est cassé. La mode est cassée. En fait, la mode se démode tellement vite que même le lundi prochain, on va vous raconter à quel point ce petit pull jaune va améliorer votre confort et votre santé mentale. Parce que ce sont toujours les mêmes qui paient le prix de notre surconsommation. Les travailleurs du Bangladesh qui cousent nos t-shirts pour 2 € par jour. Les trieuses du Ghana qui manipulent nos déchets sans protection. Les femmes du marché en Ouganda qui n'ont absolument aucune protection, se font écraser dans les décharges. Les enfants d'Abdoul, qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont pour l'instant comme seul avenir de devenir trieuses de vêtements au marché d'Adjamé. Les enfants du Pakistan, qui respirent les fumées toxiques de nos fibres synthétiques brûlées, et nous, qui avons un placenta bleu, rose, rouge, orange, grâce à ces microplastiques. Ce rapport que nous présentons aujourd'hui, ce n'est pas seulement un document technique de 50 pages, c'est aussi un choix de société. Est-ce qu'on veut vraiment exporter notre problème? Est-ce qu'on veut enfin assumer nos responsabilités? Est-ce qu'on veut vraiment penser à nos enfants? La transition est possible, les solutions existent, le financement est là, il ne manque que la volonté politique et votre soutien. L'économie circulaire n'est pas une utopie, elle est en réalité une nécessité. Et j'espère qu'elle commence maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Plutôt le manque de volonté politique, mais en tout cas, ce qui est clair dans ta présentation, c'est que les solutions existent et que les pistes très concrètes, notamment en matière de financement que tu mets sur la table, font écho à des projets pilotes qu'on peut déposer au niveau européen, qui doivent être soutenus par la Commission européenne pour en fait tester. Et l'initiative sur le cacao durable que tu as pris en exemple vient d'un projet pilote porté par la Commission européenne pour appliquer les principes du commerce équitable dans le secteur du cacao. Et donc, ce sont des projets, fatalement, derrière lesquels il y a des financements aussi. Et l'objectif, c'est de mettre ça en œuvre dans et avec, surtout, des pays partenaires et de créer cet écosystème dont tu parles, avec les entreprises, là-bas aussi, les travailleurs, et évidemment, de mettre en place des conditions sociales, environnementales fortes. Je suis convaincue que c'est quelque chose qui peut se faire. Maintenant, il faudra la volonté politique et aussi trouver les bons interlocuteurs à la Commission. C'est pas gagné, hein, je vous le disais, on en a parlé tout à l'heure cet après-midi. L'ouverture n'est pas encore là, mais l'objectif de ce genre de démarche, c'est justement de créer des opportunités, d'ouvrir des portes. Et il y a plusieurs acteurs du secteur ici présents et présentes. Et tout à l'heure, à la suite de cette réunion, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Certains sont déjà actifs dans les pays mentionnés, dans le secteur des déchets textiles. Et voilà, les relations peuvent se créer, les contacts peuvent se mettre en place pour aller dans la direction que tu proposes. J'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein, à être optimiste, parce que c'est ça, en fait. Régler les problèmes de notre monde, c'est voir quels sont-ils et puis faire en sorte de trouver les solutions et de travailler aussi avec les bonnes personnes. Je me tourne vers notre seconde invitée ce soir et mille merci d'être avec nous ici à Bruxelles. Merci aussi à Achact qui est là et de nous avoir mis en relation parce que voilà, c'est vraiment ça, c'est le fait qu'on travaille ensemble, c'est aussi de pouvoir recueillir les expériences, les témoignages du terrain. Irène Laniero est représentante du syndicat textile d'Ouganda et donc vraiment en première ligne pour pouvoir aussi témoigner de son côté de la situation du secteur textile et plus particulièrement de l'impact des déchets textiles en Ouganda. Irène,
C'est à toi. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Et je vais m'exprimer en anglais. Je vais parler de la perspective des retombées des déchets textiles sur le travail en particulier et surtout les travailleurs sur le terrain. Alors, on a vu qu'en 2022, les biens de seconde main en Ouganda ont beaucoup augmenté avec ce marché et cela a supporté les secteurs du textile avec les vêtements qui ont essayé de répondre à la demande locale. Sur la base du programme d'ajustement des années 80, le textile était un petit peu détruit et on était passé d'une production mais sans en fait d'infrastructure. Donc il y avait un grand déficit dans la filière de la production. On est en train de revitaliser ce secteur, mais le problème est de savoir en fait ce qu'il en est de la fast fashion qui est en train de progresser énormément. Et en plus, il y a déchets textiles qui viennent des pays de l'Union européenne, mais non seulement de ces pays, mais des États-Unis également, d'Asie, de la Chine en particulier, et certains viennent également d'Inde, et ce pour être précise. Donc le marché est crucial, surtout pour l'emploi, mais les effets sur l'emploi ne portent pas à des salaires décents, le tout est très précaire, on voit énormément de violences, de situations qui sont inconfortables et donc il n'y a pas surtout de couverture à travers des conventions collectives. Donc il n'y a pas de représentation équitable de ces travailleurs dans la seconde main textile. Donc on voit des situations où l'emploi est en train de se développer et par exemple à Kampala on y emploie 80 000 personnes sur le marché, qu'il s'agisse d'infrastructures de tri ou de personnes qui travaillent dans les décharges pour récupérer les déchets. Donc c'est un marché, comme vous le comprenez, énorme au sein du pays, mais cela entraîne énormément de précarité et cela crée énormément de préjudices à l'environnement également au sein du pays. En 2023, la situation était la suivante. Il y avait une décharge qui était proche d'une communauté et il y a eu un glissement et en fait ça a tué 21 personnes. C'est en fait Kitezi, ça s'appelle comme ça, la décharge de Kitezi et vous pouvez voir quelle est la réalité dans laquelle vivent les personnes dans les environs et je me suis rendue en fait sur place il y a 2 semaines et en fait vous voyez qu'il y a eu effectivement énormément de problèmes au niveau de l'air. L'air est très pollué et de nombreuses personnes ne semblent pas en bonne santé. Elles sont extrêmement exposées à l'environnement et donc la santé dans la communauté est affectée. Et donc il faut promouvoir des conditions de travail plus décentes. Comme je l'ai dit, il y a énormément de femmes qui travaillent dans le secteur informel surtout, mais avec des conditions de travail qui ne sont pas décentes. Et lorsque on voit justement le sujet dont parlait Audrey tout à l'heure, à savoir la santé de la reproduction et les challenges que connaissent les femmes dans ce domaine en particulier, il y a énormément de femmes qui sont exposées à ces produits chimiques toxiques qui viennent des déchets textiles parce que on n'y a pas de centre de triage correct, les infrastructures sont très informelles, les personnes qui manipulent cela manipulent un peu tout, un mélange de plastique, de textile, de tous les déchets organiques également que l'on retrouve dans ces infrastructures. Et j'ai visité 2 ou 3 de ces sites informels et j'ai demandé aux responsables en fait quelles en étaient pour des conditions. Il a dit que c'est surtout des femmes célibataires et mères qui gagnent 2 € par jour et qui y travaillent. Donc les conditions sont vraiment déplorables et en fait vous comprenez
comprenez que c'est pas un endroit où on devrait travailler. Donc, il y a une forte exposition à ces fumées, à ces gaz, et on comprend également qu'il y a des enfants. Parfois, les parents travaillent et viennent avec leurs enfants sur place et demandent s'il y a une pièce pour, par exemple, les alimenter au sein, etc., ou pour que, en fait, les allaiter. Et donc, il n'y a pas ce genre de pièces dans ces infrastructures, et donc les enfants aussi sont exposés. En plus, il y a un mélange d'autres produits et de déchets qui viennent des hôpitaux. Et en fait, il y avait une femme qui devait trier les plastiques, le textile et tous ces autres déchets venant effectivement des hôpitaux. Donc, cette femme voyait énormément de passer d'eau, et on lui a dit, mais en fait, elle a dit, il faut travailler, on n'a pas le choix, et ce pour pouvoir nourrir notre famille à la maison. Donc, les femmes sont extrêmement impactées dans ces infrastructures, et ce sont elles qui sont au premier rang. Mais il y a une petite source d'espoir, parce que il y a des femmes qui essayent de donner un nouvel objectif, de reconcevoir ces déchets textiles. Dans la plupart des cas, elles le font à très très petite échelle et n'ont pas naturellement les meilleures ressources financières pour se former, se reformer et pour reconditionner ces déchets textiles et les renvoyer dans la communauté. Donc c'est toujours des petits groupes de femmes qui essayent de reconcevoir justement ces déchets textiles de façon à pouvoir les remettre en circulation pour usage. Donc, comme je vous l'ai dit, une forte augmentation du marché. 80 000 tonnes annuellement sont traitées dans l'Ouganda chaque année. Donc imaginez ce que c'est 80 000 tonnes. Donc il y a énormément de corruption également au niveau des contrôles à la douane. Et en fait, ce qui arrive sur le marché ougandais, eh bien, c'est la seconde main de moins bonne qualité. En 2017, nous avons également acheté des échantillons de seconde main. C'était vraiment choquant de voir ce qu'on a reçu sur le marché. En fait, il y avait, par exemple, des sous-vêtements qui n'étaient pas propres, des soutiens. En fait, vous voyez des serviettes, etc. Enfin, tout arrivait sur le marché. Il n'y avait pas d'infrastructure pour les laver, donc tout ça arrive sur le marché, et les personnes qui sont défavorisées, eh bien, ce sont les travailleurs qui travaillent dans ces usines, parce que en fait, elles ne peuvent se permettre des vêtements plus chers. Donc, en fait, c'est une exposition également pour leur santé. Donc, il y a énormément de sujets qui tournent autour des vêtements de seconde main. Mais en fait, un des sujets qui est discuté aujourd'hui dans le cadre de l'accord commercial, du commerce libre, mais il y a un accord de ce genre qui existe, mais il est un peu silencieux concernant les vêtements de seconde main. Il y a énormément d'autres protocoles également qui sont en train d'arriver, des plans d'action, par exemple, le plan d'action national, les droits de l'humain, etc. Donc c'est un document qui récemment a été publié, mais malheureusement, le sujet du travail est toujours passé sous silence dans ces protocoles et dans ces documents. Et pour ce qui est des processus de consultation de la part des syndicats, c'est chose importante, mais là aussi, c'est passé sous silence. Donc, il y a énormément d'appels de la part des syndicats du Sud global pour que ces demandes incluent également les conditions de travail et pour promouvoir une prise de conscience dans les usines et dans les infrastructures informelles sur le marché, dans les infrastructures de tri, etc. Enfin, on est en train d'agir à tous les niveaux. Donc,
On a vu de manière significative le dérèglement climatique qui est en train de sévir. Et lorsque l'on parle de surproduction, eh bien, il faut se rendre compte qu'il faut réduire nos consommations, mais il faut également voir quelles sont les infrastructures principales dont on dispose. Et le pays est en train de promouvoir énormément de zones industrielles, de les encourager. Et j'ai lu dans la presse qu'ils veulent ajouter 24 zones industrielles dans différentes parties de l'Ouganda. Mais la question est la suivante. En fait, vous voyez que la plupart des zones industrielles sont sur des marécages, etc., dans des zones marécageuses. Et en fait, n'oublions pas que nous avons un lac qui fournit de l'eau fraîche et qui, en fait, est un réservoir de poissons. Donc, nous sommes en train de surproduire. Il y a la fast fashion, on consomme trop, mais à la fin, eh bien, ça revient, ça fait effet boomerang parce que ça revient dans les pays de production également. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on insiste sérieusement, en plus naturellement des conditions de travail précaires. Alors, il y a un autre sujet concernant les conditions de travail, les conventions collectives, etc. En fait, on n'a pas de salaire décent pour le moment. Et le salaire minimum qu'on avait obtenu, c'était en 1984. Il s'agissait de 2 euros. Donc, on est en train de parler d'il y a énormément de temps. Et la situation économique, naturellement, a changé entre-temps. Donc, nous n'avons pas un salaire minimum pour le moment. C'est quelque chose qui manque et en fait, c'est quelque chose qui est très important pour les travailleurs pour qu'ils puissent vivre une meilleure vie et de meilleures conditions de travail. Donc, les conventions collectives ne sont pas vraiment très puissantes, mais nous recevons énormément également de problèmes concernant le droit à la convention collective. Même si notre pays a ratifié de nombreuses conventions sur le travail, y compris celles sur le travail foncé et celles sur la santé au travail, etc., la liberté d'association, le droit à la convention collective, eh bien, en dépit de tout cela, eh bien, il y a énormément d'oppression qui s'exerce. Donc, le syndicat essaie naturellement de s'organiser grâce au secteur informel aussi. Et nous voyons le nombre de décharges dans le pays qui emploie énormément de personnes dans des conditions tout à fait précaires. Donc, je m'en tiens à cela pour le moment et je vous rends la parole. Si vous avez des questions, eh bien, ce serait le moment de les poser tout à l'heure. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. C'est plutôt OK avec le français. Ça montre bien, entre autres choses, que l'Union européenne et le fait qu'on ait adopté sous le mandat précédent une directive sur le devoir de vigilance qui impose en fait aux entreprises, essentiellement multinationales, et à l'ensemble de leurs sous-traitants, un devoir de vigilance sociale, environnementale, et donc de pouvoir attaquer toutes ces problématiques dont certaines que tu pointes. Malheureusement, ça fait partie dans le bon jargon européen, l'omnibus, donc le fait que les partis conservateurs aient décidé, au nom d'une certaine simplification réglementaire, que tout le monde voulait bien entendre, de déréguler, de réouvrir les législations environnementales, y compris sur le devoir de vigilance. Et hier, la commission compétente ici au Parlement européen a voté cette révision avec une majorité. C'est en commission jury. Et malheureusement, la portée de la loi a été tellement réduite qu'elle devient presque dénuée de sens. Et donc nous, écologistes, on n'a pas pu soutenir cette révision à la baisse, et c'est gravissime parce qu'en fait on recule et tous les acteurs de la société civile qui ont contribué à mettre la pression pendant des années et qu'on avait célébré
le vote de cette directive comme une victoire, finalement, aussi de la société civile qui a mis le business and human rights au top de l'agenda politique et le respect de l'environnement, c'est un vrai recul. Et donc c'est dur, parce qu'en tant que législateur, on se dit « Ouais, moi je m'engage dans un mandat européen pour avancer, pour garder tout ce qui ne va pas et faire en sorte qu'on améliore les choses, pas qu'on bataille pour ne pas revenir finalement en arrière sur... des législations ambitieuses qui auraient réellement pu avoir un impact pour les travailleurs, les travailleuses, et pas que du textile, mais bien plus large que ça. Bref, voilà, vous entendez ma saturation. Je crains qu'on rentre dans une bataille, même culturelle, plus qu'encore politique, parce que c'est d'un dogmatisme sans nom ce qui vient de se passer. Au nom de la compétitivité des entreprises, alors que les entreprises elles-mêmes nous disaient « Mais non, on la veut, cette loi, en fait ». Et donc, le big business voulait aussi de cette loi, en Belgique, en France, en Europe. Des compagnies comme Ikea et Volvo, pays dont est issu le principal instigateur de ce détricotage, disaient « Il faut garder la directive sur le devoir de vigilance ». Et donc, c'est à n'y rien comprendre, parce que les mêmes qui ont voté cette directive au nom de la compétitivité des entreprises utilisent la compétitivité des entreprises comme argument pour revenir en arrière sur la loi. Donc, voilà, ils ne représentent finalement plus personne, mais ils sont quand même majoritaires. Et ils risquent de nous imposer cet agenda pendant encore 4 ans. Donc, on va mordre sur notre chic, batailler pour ne pas reculer de trop, mais surtout continuer ensemble, main dans la main, à préparer le terrain pour quand les majorités changeront, parce qu'elles vont changer, et on pourra continuer à progresser. Et en attendant, il y en a qui bougent encore en France, oui, même en France. Et c'est pour ça qu'on a invité Pierre Condamine ce soir avec nous, donc des Amis de la Terre France, pour nous parler de la loi Fast Fashion. Qui est évidemment plus qu'intéressante pour nous qui travaillons sur ces sujets, qui pourraient faire éventuellement des petits dans les pays intéressés et pourquoi pas au niveau européen. Pierre, à toi la parole. J'espère que tout le monde a la pêche, Voilà, tout le monde est bien motivé. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. En effet, moi je représente les Amis de la Terre France, donc une association de protection de l'environnement, et je travaille tout particulièrement sur la surproduction et pas sur la surconsommation, même si c'est lié et je reviendrai dessus plus tard. Mais je travaille en effet sur le secteur de la mode et sur la fast fashion. Audrey a déjà donné des chiffres clés, mais on ne fait jamais assez. 100 milliards de vêtements produits chaque année, des estimations qui vont jusqu'à 10% d'émissions de CO2. Et pourtant, si on arrêtait aujourd'hui de produire des vêtements, on aurait probablement de quoi se vêtir jusqu'en 2100. Et on ne serait pas tout nu dans la rue dès demain. Et donc on se pose la question de pourquoi aujourd'hui on continue à produire autant de vêtements alors qu'on en a si peu besoin, et qu'on sait que la moitié des vêtements, voire plus, restent dans nos placards et ne sont pas utilisés. Et c'est pour ça que je parle de surproduction, parce que c'est pas un hasard, parce que ce rythme-là, ce système-là, il est orchestré savamment par des marques qui vont tout faire, justement. Quand je disais on n'a pas besoin de ces vêtements, on en a besoin, mais c'est un besoin qui est artificiel, qui va être créé par des entreprises pour nous faire consommer toujours plus. Et c'est ce qu'on appelle la fast fashion, on en a parlé, la mode rapide, c'est le fait de renouveler toujours plus rapidement les modèles, ce qui est valorisé au niveau esthétique pour nous faire consommer. Il se trouve que c'est un modèle qui a déjà 30, 40 ans. Audrey est historienne de la mode, donc elle pourra me corriger si je me trompe, mais qu'il évolue toujours plus et qu'aujourd'hui on est un petit peu sur le pire. Là où Zara arrivait et proposait 52 collections par an, maintenant on a des milliers de nouveaux modèles par jour. Et c'est là qu'on fait une distinction entre fast fashion et ultra fast fashion, parce que ça va toujours plus vite. Je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire, c'est juste un modèle qui s'enfonce toujours plus vers la dystopie et vers des pratiques toujours plus poussées pour nous faire consommer. Toujours est-il que c'est pour ça que je parle de surproduction. Ce sont des entreprises qui produisent toujours plus et qui vont tout faire pour écouler leur stock et engendrer une surconsommation. Mais il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, la surconsommation, elle n'est pas le fait des individus qui consomment beaucoup plus. En France, en 30 ans, on consomme 2 fois plus de vêtements. Je ne suis pas passé de 2 à 4 bras en 30 ans.
Au contraire, j'ai pas besoin physiologiquement d'acheter beaucoup plus de vêtements, mais au contraire, on a créé ce besoin. Il y a des entreprises qui ont créé ce besoin et qui vont tout faire pour nous faire surconsommer. Et face à ça, les Amis de la Terre France que je représente, mais d'autres associations aussi, des associations de protection des droits humains, des associations de protection de l'environnement, des organisations de l'économie sociale et solidaire qui font de la collecte. Je pense à Emmaüs France par exemple, l'équivalent de Les Petits Riens en Belgique. On s'est rassemblés pour justement appeler à ce qu'il y ait une régulation de ce système. Et on a réussi, en quelque sorte, parce qu'il y a l'arrivée de cette magnifique marque qui est Shein, qui va beaucoup plus loin que tout le monde. Évidemment, c'est ironique, hein, mais en fait, elle va tellement loin et c'est tellement fou qu'elle a ouvert une fenêtre d'opportunité. Et à un moment, on s'est dit, ça n'est plus possible quand même, là, on est allé trop loin. Donc, il y a une loi qui est arrivée. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations aujourd'hui, donc je vais peut-être m'arrêter à ce qu'elle contient et ce qu'elle permet de faire et là où elle en est actuellement, parce que là, ça va être la fin de l'histoire va être moins sympathique. Mais concrètement, cette loi, elle contient 2 choses. La première, c'est l'interdiction de la publicité pour ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, donc vraiment ces marques comme Shein, Temu, Fashion Nova, enfin ces marques qui vraiment ne vendent qu'en ligne ou presque seulement en ligne, qui proposent énormément de nouveaux modèles par jour. Et la deuxième chose qui nous intéresse, à titre personnel, qui m'intéresse plus, qui est une pénalité financière qui serait appliquée à ces marques via leurs produits. C'est-à-dire que si un produit est polluant, une marque serait pénalisée financièrement via le système de responsabilité élargie des producteurs dont a parlé Audrey. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces pénalités, elles se basent pas seulement sur l'aspect environnemental, elles se basent aussi sur l'écosystème, les pratiques marketing. Ça pénalise notamment la largeur de gamme, donc l'ensemble des modèles qu'une marque va proposer. Et ça, c'est hyper important parce que justement, c'est ce qui va faire qu'on va surconsommer. Parce que si je vais sur un site et qu'il y a 3 modèles, il y a des chances qu'il n'y en ait aucun qui me plaise. Par contre, si je vais sur un site et qu'il y en a 400 000, là, statistiquement, il y a des chances qu'il y en ait un qui me plaise et que je finisse par l'acheter, surtout quand il est aussi peu cher. Et c'est ça le deuxième critère qui est dans cette loi, c'est le coût d'un vêtement neuf par rapport à son coût de réparation. C'est-à-dire que si j'achète un vêtement à 5 €, si j'achète un t-shirt à 5 € et que je dois payer 5 € pour le réparer, probablement je ne vais pas le réparer, mais je vais en acheter un neuf. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est pénalisé. C'est-à-dire que si on a comme je dis, un t-shirt à 5 € et qu'il faut payer 5 € pour le réparer, je vais être pénalisé en tant que marque. Et ça, c'est extrêmement important parce que on change vraiment de la concentration sur un produit. Est-ce que ce produit il a 5% de coton recyclé ou pas? Mais non, on pénalise une marque dans ses pratiques marketing et ce qui vont faire qu'on va surconsommer et donc alimenter cette surproduction. Donc ça, c'est quelque chose qui a été voté, en tout cas partiellement en France, mais qui doit attendre une dernière confirmation et surtout qui devait être validé ou non par la Commission européenne, dont on a beaucoup parlé. J'espère qu'il y a des gens de la Commission européenne dans la salle qui puissent entendre ce qu'on dit. Et la Commission européenne a jugé que ce qu'il y avait dans cette loi n'était pas conforme, en tout cas en grande partie, au droit européen, parce que c'était trop ambitieux, notamment sur les pénalités. Ah oui, je l'ai pas dit, mais les pénalités, elles iraient jusqu'à 5 € par produit. Donc vous imaginez un t-shirt Primark qui est vendu 4 €, s'il a 5 € de pénalité, ça serait un peu plus cher, ou en tout cas, l'entreprise devrait s'acquitter de cette pénalité. Donc forcément, ça forcerait à changer énormément les pratiques. Mais la Commission européenne a jugé que c'était pas conforme. En tout cas, certaines dispositions n'étaient pas conformes. Et donc, on est un petit peu en attente, déjà en France, d'avoir un gouvernement. On est peu habitués, nous. Mais en plus, on attend aussi peut-être de voir comment la loi peut évoluer et est-ce qu'on peut ou pas essayer d'adapter la loi, mais aussi cet avis de la Commission qu'on trouve très sévère et qui, pour avoir vu les contributions que faisaient les lobbies de la fast fashion, les représentants des Primark, H&M, Zara, etc., ressemble un peu. Donc je pense que quand même il y a une forte pression de ces acteurs-là
Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont écrit, etc. Mais je suis en train de dire que probablement ils ont mis en avant des éléments qui ont été plus écoutés que les nôtres. Et on va essayer, en tout cas, de détourner ça. Voilà. Et une chose qui est importante, c'est que en fait, ce que propose la France, c'est bien, mais la France qui fait ça toute seule dans son coin, c'est pas très utile parce que aujourd'hui, il faut réfléchir au niveau de l'Union européenne. Mais si la France arrive à faire ça, ça veut dire qu'on peut imaginer des choses similaires dans les 27 pays de l'Union européenne. En revanche, si c'est bloqué aujourd'hui et si ça ne passe pas, bah là, ça bloque la possibilité pour d'autres pays d'essayer de faire pareil ou d'essayer de faire mieux, parce que ces pays vont savoir qu'à un moment, il y aura le niveau européen qui va bloquer. Donc voilà où on en est. Je ne sais pas exactement comment on va arriver à dépasser ça parce que c'est des nouvelles qui sont très récentes, mais ce que je sais, c'est que parfois ça marche de mettre un peu de lumière sur les processus un peu obscurs qui se passent au niveau de l'Union européenne et en particulier de la Commission européenne, et que la pression citoyenne marche souvent, enfin en tout cas elle peut marcher. Enfin, même c'est peut-être un peu désespérant, mais on n'a parfois plus que ça pour faire avancer les choses. Et donc si à un moment... on fait appel à vous pour essayer de faire pression sur le niveau européen et sur la Commission européenne pour faire bouger les choses. J'en appelle à votre aide pour la suite. Merci. Merci beaucoup Pierre, j'espère que... mais je confirme que la pression citoyenne, elle fonctionne. Elle fonctionne. Quand vous êtes dans la rue, quand vous signez des pétitions, quand vous êtes présent pour mettre la pression, il y a une pression qui s'exerce. Il y a aussi vos représentants, vos voix ici au Parlement européen qui ont de quoi et sur qui se reposer en fait pour mener l'action politique et dire aux autres, attendez, regardez ce qui se passe et il faut que les lignes bougent à tout le moins. Alors c'est un peu la politique des petits pas au niveau de la Commission européenne. Parce que sous le mandat précédent, Pacte vert européen, il y a eu une reconnaissance dans la stratégie économie circulaire du problème de la fast fashion. Nommément, fast fashion était mentionné. Et donc à partir de là, on s'attendrait à ce qu'effectivement, si le problème est reconnu, qu'on s'attaque en fait au problème que tu adressais via la loi française, c'était ça l'objectif. Mais on sent bien qu'ici, il n'y a déjà pas de reconnaissance du problème chinois. Le problème chinois lié à la concurrence déloyale des plateformes type Chine, type Temu, et le fait qu'il faut l'appréhender comme tel et pas juste ouvrir des procédures une à l'égard de pratiques qui pourraient être considérées comme déloyales, ouvrant une enquête et à des amendes si ce n'est pas respecté. Parce qu'en fait, ça ne fait pas changer structurellement les choses et l'approche. Alors, au nom du fait de ne pas ouvrir une nouvelle guerre commerciale avec les Chinois, mais je dis... c'est eux qui nous livrent une guerre commerciale, en fait, quand on regarde, puisque la Chine subsidie ces plateformes. Donc, ce sont des aides d'État, en fait, à ces plateformes pour importer sur le marché, notamment européen, avec ces pratiques déloyales. Donc, je ne sais pas combien de temps la Commission européenne compte attendre qu'il n'y ait plus de commerces locaux, qu'ils aient tous fermé, mis la clé sous le paillasson, parce qu'ils n'arrivent plus à faire face à la concurrence déloyale de ces plateformes. Et au low cost qui derrière, c'est low wages, low social rights, low environmental standards. Et donc, on a un vrai problème global. Et donc, je n'avais pas cette info que la Commission européenne avait finalement fermé la possibilité d'avancer sur la loi française. Je suppose qu'il y aura des allées et venues pour rectifier ce qui peut l'être et quand même faire passer le processus. Mais donc, voilà, ça confirme que je pense que la Commission européenne craint que si elle valide ça, elle doive l'appliquer à l'échelle de l'Union européenne, ce qui évidemment change le paradigme. Ça changerait le paradigme économique du secteur textile d'avancer dans cette direction. Et ça, effectivement, les lobbies, et Audrey me soufflait qu'elle peut en parler aussi, les lobbies de la mode qui ont un réel poids. Et aujourd'hui, ces mêmes lobbies font pression pour attaquer la fast fashion. Hein, c'est ce qu'on discutait aussi tout à l'heure. Donc, le gros paradoxe, alors qu'au départ, c'est leur business model qui pose problème, qui a été repris et amplifié par l'ultra fast fashion qu'on connaît pour le moment. Et donc, vous voyez que les défis sont énormes et je suis certaine que ça suscite plein de questions de votre part. Donc voilà, maintenant c'est à vous
Je vais prendre 3 questions à la fois et puis je propose que ceux qui ont envie de répondre aux questions posées le fassent. Ça va? Je vois une main levée là-bas. Xavier, Thierry. 3e, j'avais dit 3. Go. On commence avec Xavier. Eh bien, avant toute chose, merci à vous 4 pour cette présentation, pour ce travail. Je pense aussi à cette étude, Madame Millet. Et ironie du sort, vous avez le même nom qu'une marque de vêtements de sport qui utilise beaucoup de PFAS, donc c'est très marrant. Enfin, tout est relatif, mais... Et ah bah... Mais en Belgique, on... Je vous crois. Saskia, tu l'as dit, la commission maintenant elle est très focus sur tout ce qui est compétitivité. Elle se dit aussi focus sur la réindustrialisation. Est-ce que, à l'instar du CBAM, on pourrait avoir un TBAM par exemple, donc Textile Border Adjustment Mechanism, d'une part, où on se dirait, comme on le fait avec le carbone, on le fait avec le textile. Et en fait, on va obliger les marques qui importent des textiles de Chine, Bangladesh, etc., à payer une taxe aux frontières. Est-ce que ça, c'est envisageable de la part de la Commission? En plus, c'est une solution très basée sur le marché et on sait que la Commission est friande de la loi du marché. Deuxième chose, est-ce que ce serait possible selon les règles de l'OMC, parce que je ne m'y connais pas du tout là-dedans. Et enfin, je vais essayer de ne pas monopoliser la parole, le Portugal développe de plus en plus son industrie textile. Je vois que je me trompe. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut voir se développer plus largement dans les autres États membres pour au final vraiment réindustrialiser notre production textile en Europe et ne plus dépendre des pays d'Asie, par exemple. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est plus une réflexion qu'une question. Donc, au niveau de la Commission, donc j'ai bien compris qu'il y a une logique de dérégulation. Je pense que, comme l'a dit Pierre Condamine, on peut utiliser les forces, notamment des réseaux sociaux, je pense à TikTok, Facebook et tout ça, pour peut-être diffuser des capsules vidéo. Sur la première vidéo qu'on a vue, je pense que moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, on peut avoir un impact très fort, je pense, sur le citoyen qui va peut-être agir sur sa façon d'acheter et aussi peut-être sur ce que Madame Laniero a expliqué, avoir une petite vidéo qui montre concrètement les difficultés des gens sur le terrain. Je pense que ça doit être percuté dans la tête des gens. Et je pense même à mes enfants, quand ils vont regarder ces vidéos-là, ça va leur permettre peut-être d'avoir un comportement différent dans les achats sur le terrain. Et je pense que ça permet de lutter contre cette dérégulation de la Commission, d'agir autrement via les réseaux sociaux. Voilà, c'était une réflexion. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment très intéressant. Moi, ma question, elle se pose plutôt en lien entre le droit européen et le droit français, enfin, du moins ce que vous tentez de faire au niveau européen, mais aussi au niveau français, avec la nouvelle directive ou proposition de directive, ce qui vise à responsabiliser les producteurs de fast fashion, mais aussi, du coup, la loi fast fashion en France, où au final on voit qu'il y a quand même un clair lien, il y a un lien clair, pardon, c'est pas correct grammaticalement, il y a un lien clair entre ce qui est quand même tenté de faire au niveau européen. Bon, et comme vous l'avez dit, Madame Bricmont, il y a l'initiative vient de la Commission, donc il y a c'est un peu des logiques contradictoires qu'ils ont, ils sont un peu schizophrènes, quoi. Genre un jour ils vont pondre une proposition de directive et puis un jour ils vont dire non, quoi.
Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien à faire entre ce qui est fait au niveau national et ce qui est tenté de faire au niveau européen, de joindre les projets, mais aussi en tentant de responsabiliser les producteurs de fast fashion en les faisant payer pour leur impact? Est-ce que ça ne va pas justement impacter aussi les personnes précarisées qui ont recours à ce mode de consommation parce que c'est pas cher, et donc est-ce que ça va pas se répercuter sur le citoyen, bien que j'ai entendu aussi Madame Millet vos propositions de financement qui ont l'air hyper pertinentes, et justement voilà, je voulais juste poser la question de voir comment est-ce que ça se répercuterait sur la société civile, parce qu'il faut leur faire payer, mais voilà, bref, merci beaucoup. Allez, des questions techniques, hein. Sur la première question, il me semble que c'était pas en discussion justement d'avoir le textile justement, d'en faire un des secteurs prioritaires. Mais ouais, bon, du coup je vais pas trop répondre à cette question parce que je la connais pas très bien. Après, je ferai le lien avec la réindustrialisation. Je pense qu'en effet, il y a peut-être une voie vers le fait de essayer de produire de manière plus locale. Moi, je vais faire le lien avec la surproduction. Aujourd'hui, quand on voit que, je sais pas, on est à 12 kilos de vêtements par habitant européen par an, on va pas produire tout ça en Europe, c'est juste pas possible. Le souci est vraiment dans le fait qu'on produise trop aujourd'hui. Alors il y a peut-être une voie, et Audrey pourra en parler, pour ce qu'on peut faire au niveau local, mais il y a avant tout une question de la quantité, parce qu'on ne pourra jamais produire autant de manière durable. Et quand je dis durable, ça veut dire au niveau environnemental, ça veut dire au niveau social, parce qu'on a bien vu que ce qui se passe globalement aujourd'hui, c'est qu'on va exploiter des travailleurs et surtout des travailleuses dans les pays qui produisent. Nous, on va consommer en Europe, et après, on va envoyer dans aussi des pays du Sud qui vont subir les coûts environnementaux et sociaux de notre production. Donc, il y a une voie, je pense, de réindustrialisation au niveau local, mais elle n'est qu'une partie de la solution qui doit être adossée à, de manière plus générale, une sorte de baisse de la consommation qui est très dure à entendre aujourd'hui. Je ferai le lien, juste sur la dernière question. Sur l'aspect du lien entre la directive 4 déchets qui a été révisée et ce qui a été fait en France, il y a eu tout un effort qui a été fait pour justement cantonner la loi dans la directive 4 déchets européenne, parce que les deux étaient en train de se passer au même moment, et donc on pensait, en tout cas, moi je suis pas parlementaire et je suis pas au gouvernement français, mais on pensait que justement la manière dont c'était rédigé permettait d'être justement en cohérence avec la directive 4 déchets. Il se trouve qu'en fait le problème serait pas tellement dans les critères, mais plus dans le fait que ce soit trop élevé comme pénalité, parce qu'il y a justement un agenda de dérégulation, en tout cas de compétitivité économique aujourd'hui, qui fait que ce serait trop demandé aux entreprises, parce que ça viserait Chine, mais aussi d'autres entreprises, de demander une telle contribution financière. Et enfin, je ferai le lien rapidement sur la précarité. C'est une question qu'on entend partout. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. La première, c'est que en délocalisant, le modèle de la fast fashion, c'est fait sur la production à bas coût dans des pays principalement Asie du Sud-Est. Et ça, c'est une vague de délocalisation qui a eu lieu dans les années un petit peu avant 2000 et qui s'est continuée après. L'industrie textile, je vais prendre le modèle français, mais les chiffres au niveau européen sont tout aussi parlants. En France, en 30 ans, on a perdu 300 000 emplois. Et c'est dans des bassins, c'est notamment autour de Roubaix, c'était des bassins industriels qui aujourd'hui sont totalement dévastés et qui, on va dire économiquement, ne sont pas totalement remis de toutes ces usines qui ont été délocalisées. Donc, si cette seconde-là, j'achète un vêtement 5 € au lieu de 10, peut-être que je gagne, mais sur le long terme,
sur ce qui est perdant en termes d'emploi, en termes d'impôts, et ce qui peut servir aussi la communauté de manière plus générale, je pense pas qu'on gagne. Et enfin, effectivement, les bas coûts, ça peut permettre de répondre à des besoins, mais je pense qu'aujourd'hui, la manière dont on consomme de vêtements, ça n'est juste pas possible. On consomme tellement énormément et à des prix tellement dérisoires qu'on ne paie pas le vrai coût. On peut certes améliorer les choses, mais on ne paie pas le vrai coût des vêtements. Aujourd'hui, ça n'est pas possible de payer un t-shirt autant qu'une baguette de pain ou qu'une viennoiserie. Enfin, c'est juste complètement fou. Et on ne se rend pas compte de la valeur des vêtements. J'avais fait le calcul, en tout cas, on avait les données en France. En 1960, les dépenses pour les vêtements des foyers, c'était autant que le logement et l'énergie réunis. C'est-à-dire qu'on produisait encore localement, on avait des vêtements qui tenaient dans le temps et qui étaient de bonne qualité, on payait bien les personnes qui les faisaient, donc on payait autant les vêtements que le logement et l'énergie. Aujourd'hui, c'est le poste de dépense le plus faible, c'est en dessous de la dépense en alcool et en tabac. Enfin, c'est quand même fou de se dire qu'on n'a jamais acheté autant de vêtements, mais pourtant, en termes financiers, on utilise moins d'argent que pour acheter de l'alcool et du tabac. Donc, on ne paie pas le vrai coût des vêtements. Certes, il faudra faire des choses pour les personnes précarisées, mais on ne peut pas continuer à acheter autant de vêtements aussi peu cher. Voilà. Oui, je vais essayer de faire un triangle, de rassembler. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on parle de textile, et on a de la chance ici, on parle de textile, mais on parle de mode. Et moi, quand j'étais à la fac, il y a un petit moment quand même, il y a 20 ans, 15 ans, on donnait les travaux sur le textile aux filles et les travaux sur les navires aux garçons. Et que la mode a toujours ce truc glamour, Audrey Hepburn, Beyoncé, comme vous voulez. Donc ça reste toujours un sujet un peu futile, vous savez, celui des petits plaisirs où on se fait plaisir. C'est-à-dire que vous achetez un t-shirt en solde, il est à 5 €. Vous achetez un livre, il est à 20 €. Et en fait, là, il y a un problème politique. Est-ce que vous voulez éduquer votre population ou est-ce que vous voulez organiser une bonne aliénation? Parce que là, la précarité, on peut en parler. C'est quoi la précarité? La précarité, c'est une famille qui, en septembre, ne sait pas comment elle va payer la licence de foot de ses enfants, la danse, les nouvelles baskets, parce qu'il a grandi. Elle a grandi. Ça, c'est de la précarité. Moi qui m'amuse, c'est vraiment un grand plaisir, à rester à Euralille, très exactement, devant chez Primark et à regarder avec quoi sortent les gens et qui demandent aux vendeuses, parce qu'elles sont devenues mes copines, elles savent que je suis un peu folle, combien vaut le panier moyen? 150 € par mois, c'est pas la précarité. Et je vous dis pas qu'on doit revenir dans une économie de rationnement et d'après-guerre, mais ça, c'est pas de la précarité. Faut arrêter de mentir. Et en fait, sur 4 t-shirts, vous en achetez un en coton bien épais. Et évidemment, les enfants, il faut aussi acheter de la seconde main, parce que oui, ça grandit vite. Donc ça, c'est une chose. Le Portugal, en fait, ça a l'air d'être là le nouvel Eldorado depuis quelques années. Alors moi, j'ai fait l'Italie, j'ai écrit l'Odyssée d'Abdoul via l'Italie. Je ne parle pas portugais et j'ai pas envie de me refaire une deuxième session d'enquête. Mais le Portugal, les Chinois, ils y sont aussi parce qu'il y a un vrai problème chinois qui rachète tous les ports, qui rachète toutes les usines, qui rachète tous les systèmes et notamment en Afrique, ils ont quand même racheté le Pirée. À un moment, il était question de l'aéroport de Blagnac à Toulouse. Et ils rachètent là les ports pour 99 ans, ils s'installent, ils montent des usines, et voilà. Et là, on peut parler de colonisation. Mais c'était ce qu'avait annoncé Deng Xiaoping en 1978, avant Reagan et Thatcher. En ce qui concerne la Commission européenne, moi, je crois qu'on progresse quand même. Hein. En 2021, quand j'ai sorti le livre noir de la mode, c'était vraiment très difficile pour avoir seulement un média. On progresse, hein, mais il faut continuer à être un peu comme une équipe de rugby en rang serré, avoir une première ligne, bien entendu, et se dire que tout n'est pas fichu
et que si même un jour c'est fichu, parce que quand même ça se présente pas très très bien, hein, même dans mon pays, même pas du tout, il faut rester ensemble. Parce qu'en fait, à un moment, il y aura une ouverture. Et en fait, on n'a pas trop le choix. Si on veut que les nouvelles générations soient plus conscientes, ça relève du bon sens. On n'a pas besoin d'avoir 17 t-shirts, 10 t-shirts. Le vêtement, il ne va pas vous changer tous les lundis pour vous rendre plus beau. Celui que vous allez acheter là tous les lundis, les mercredis, les samedis, celui qui va vous rendre le plus beau, c'est celui dont vous vous souviendrez. C'est celui dont vous vous rappellerez de l'achat. C'est ce moment-là que vous aurez vécu. Et peut-être certaines fois, il vous aura coûté cher et de temps en temps pas cher. Mais c'est un moment d'émotion, en fait, un vêtement. Et c'est quelque chose qu'on met sur le corps et j'espère qu'on respecte autant son vêtement qu'on respecte son corps. Ça relève du bon sens, en fait, de moins acheter. Et pas seulement des exportations. Yeah, thank you very much for the... Merci beaucoup pour ces commentaires et pour vos questions. Je passerai directement au deuxième commentaire, et notamment cette vidéo qui illustre justement la vie dans le sud global, surtout pour moi qui viens d'un pays comme l'Ouganda. Le syndicat est en train de mener une étude pour pointer les lacunes et les choses qui ne marchent pas. Nous avons les compétences pour réaliser des vidéos, des documentaires, mais il nous manque un certain nombre de choses. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de faire une étude sur les conditions de travail atroces sur les personnes qui travaillent sur la chaîne de valeur. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de soutien au bénéfice des salariés. Donc, beaucoup de syndicats ont été touchés par la pandémie. Donc, on a moins d'inscrits aux syndicats et pas que dans le secteur textile, dans les autres secteurs aussi. Donc, une forte baisse des adhérents a été enregistrée. Donc, on travaille pour promouvoir de meilleures conditions de travail et nous employons à étudier la situation, y compris par le biais de rapports d'études qui existent et qui avancent petit à petit. Et rappelons que la Chine est la première puissance, si on peut dire. Donc, il y a la fameuse Road Belt pour l'Afrique qui intègre beaucoup d'usines et d'usines qui promeuvent d'ailleurs la fast fashion. Ça, ce sont des choses qui doivent être creusées. Ils ont des protocoles, des règlements aussi, qui s'ils étaient appliqués, et effectivement seraient magnifiques, mais en fait, ces protocoles sont rarement respectés. Nous avons travaillé avec des organisations de la société civile chinoise et nous avons partagé pas mal d'informations avec eux sur des protocoles qu'ils ont signés pour assurer une certaine cohérence entre les conditions de travail donc de notre pays. Bon, beaucoup de théories, mais dans les faits, les conditions de travail sont inacceptables, indécentes, compte tenu du fait que la fast fashion est promue tous azimuts. Ça, c'est un problème collectif, car en fin de compte, l'essor des déchets textiles ne fait qu'augmenter avec la fast fashion et l'ultra fast fashion. Et cela donc concerne nous tous et pas que nous justement. Donc il faut absolument établir des liens entre le sud global, le nord global et l'interconnexion, car cela pourra avoir un impact sur la vie des personnes. Donc si on arrive à faire en sorte que la chaîne de valeur globale soit
en connexion avec les conditions de travail, avec la question de l'immigration, une question qui est très sensible en Afrique, car il y a une tendance de plus en plus poussée à l'immigration. Donc ça devient un problème pour tout le monde. L'Union européenne aussi doit s'employer et doit travailler pour résoudre ces problèmes, car si les conditions de travail équitables ne sont pas assurées dans nos pays, eh bien les gens partiront. Le CBAM, donc la contribution carbone aux frontières, c'est une sorte de taxe carbone qui est aux frontières de l'Union européenne, peut très bien être élargie à d'autres secteurs, y compris le textile, mais ce sera lors de sa révision. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est une possibilité. Aura-t-on une majorité politique pour le faire? Ça, c'est une autre question. La réindustrialisation européenne peut-elle passer par le textile? Pour moi, la réponse est oui. Quand on parle de réindustrialisation et de développement de filières économiques, et il y en a dans la salle qui recréent du textile européen, belge même. Je pense à Vanessa Collignon, vous pourrez aller lui parler après au drink. Il y aura 1 heure de drink pour justement se parler. Il y en a peut-être d'autres dans la salle, des makers, comme on les appelle quelque part, qui montrent l'exemple, mais qui ne sont pas soutenus. Il n'y a pas de soutien économique, il n'y a pas d'accompagnement économique, notamment au niveau européen. On pourrait très bien... Il y en a. Il y a des projets d'accompagnement économique en Belgique par les intercommunales. Il y a des projets de terrain qui existent. Mais je vais faire un peu l'analogie avec les circuits courts alimentaires. Il y a des années de ça, quand on parlait des circuits courts alimentaires, de la relocalisation alimentaire, c'était complètement lunaire. Et aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'initiatives de relocalisation alimentaire qui se prennent. Il y a eu des appels à projets aussi pour soutenir ce type de projet. Après, les majorités politiques changent, les priorités changent et les moyens ne sont plus orientés vers ces secteurs-là. Au niveau européen, on pourrait très bien imaginer que dans la prochaine programmation de la politique agricole commune, on se dise il y a aussi des soutiens vers des filières de lin, de chanvre, de matières premières textiles qui permettent en fait, depuis la matière première jusqu'à la vente, jusqu'au consommateur, d'avoir une filière. C'est des filières historiques qui existaient en Europe. Oui, les Hauts-de-France, la région de Moucron, les bonneteries. Il y avait des filatures, il y avait des confections, des ateliers de confection, des couturiers, des couturières. Tout ça a disparu en fait. Il n'y a plus. Très souvent, il y a maintenant un passage par les ETA, donc les entreprises d'économie sociale, pour concevoir. Mais ça pose aussi énormément de questions. Par rapport à leur rôle, au rôle de cette économie sociale qui ne doit pas commencer à être exploitée en fait aussi dans ces nouvelles filières parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, d'expertise, etc. Et pour moi, tout comme les circuits courts alimentaires, la relocalisation et la production textile est une filière économique qui devrait être soutenue à l'échelle de l'Union européenne, très clairement. Je pense qu'il y a un potentiel économique, il y a un potentiel d'emploi. Mais le traumatisme des faillites est là, le traumatisme des délocalisations est là. Et entre-temps, elles ont eu lieu, ces délocalisations. Et entre-temps, on exploite allègrement le Global South, le Sud global. Et ça ne doit pas non plus développer une filière européenne est nécessaire et on n'y est pas. Mais ça ne doit pas non plus nous exonérer de notre responsabilité par rapport aux conditions de travail, salariales, environnementales, dans les pays comme l'Ouganda, le Chili et d'autres. Et donc là, ça retouche aussi à la question du rôle de l'Union européenne et la schizophrénie dans laquelle on est. Ben oui, très clairement, en mandat précédent, il y a une reconnaissance de la problématique fast fashion. On se dit, on va l'appréhender comme tel, le problème de la fast fashion. Ce que la loi française veut faire et ce que clairement... Moi, en tant que coordinatrice de ce qu'on a lancé sous ce mandat-ci, Sustainable Textile Working Group, donc un groupe de travail entre députés européens de plusieurs groupes politiques sur le textile durable, on va pousser pour que... On va d'abord voir quelles adaptations seront faites et on va aussi pousser pour qu'on avance, en fait. Et même s'il n'y a pas de majorité politique, il faut continuer à porter à l'agenda toutes ces questions-là. Et croyez-moi, on va le faire. Pour l'instant, l'approche de la Commission est plutôt morcelée. On a aussi adopté, j'ai négocié pour notre groupe, un rapport non contraignant, puisqu'il vient du Parlement, sur l'e-commerce, avec plusieurs recommandations. Et on va tenir la Commission européenne à la culotte pour qu'elle avance sur ce volet-là. Et là-dedans, il y a notamment
et c'est prévu aussi dans la réforme du code douanier qui est en cours de négociation, des tarifs douaniers sur les petits paquets de moins de 150 €, qui sont aussi ceux qui posent problème, puisque c'est souvent ce type de petits paquets qui sont commandés sur Shein, Temu et autres, qui arrivent directement à la maison, commandés en ligne. Le lendemain, ils sont chez nous et ils sont exonérés de droits de douane. Donc vous imaginez un peu l'ultra-concurrence derrière ce modèle vis-à-vis des commerces locaux qui ne peuvent pas faire face et qui, même s'ils développent la vente en ligne, ne sont pas en fait concurrentiels par rapport à ce type de modèle. Donc on touche au code des douanes, on touche aussi aux capacités de contrôle aux douanes, parce que quelque part, comment se fait-il que des textiles non conformes aux règles européennes rentrent à nos frontières et sont portés par les Européens et les Européennes? Il y a un gros problème de respect des standards. C'est le même problème dans d'autres secteurs, de conformité des produits. C'est le même problème dans le secteur alimentaire. Oui, il y a des trous dans la raquette et des produits non conformes rentrent sur le marché, sont consommés, achetés, portés par les Européens. Donc ça touche à la capacité de contrôle, aux règles et à leur respect aux frontières, au refus, quelque part, d'importer des produits qui ne soient pas conformes aux normes européennes. Sinon, on va pouvoir imposer une responsabilité élargie des producteurs, on va pouvoir imposer des normes sociales, environnementales contraignantes aux entreprises européennes, mais qui vont continuer à subir la concurrence déloyale des produits qui sont importés sur le marché européen. 100% sur la sensibilisation, l'éducation. Quand je vais dans des écoles, des groupes de jeunes, c'est un sujet que j'aborde d'office. Et il y a une grande conscience, je pense, mais sans prendre la mesure du problème. Il y a une conscience du fait que ce n'est pas un modèle vraiment à soutenir, mais il y a aussi cette impulsivité, cette publicité. Voilà, les jeunes qui vont sur les plateformes numériques et qui reçoivent non-stop des publicités pour la super jolie petite blouse ultra sexy qui plairait bien parce qu'en fait l'algorithme a déterminé les goûts de la personne qui est ciblée. Et c'est pas cher, alors on clique et le lendemain, via un petit paquet, on l'a directement à la maison. Et en fait, c'est non seulement, oui, il faut réguler, il faut contraindre, mais il faut aussi effectivement conscientiser à cet achat impulsif, à ce clic facile. Et il n'y a rien à faire. Je pense que, voilà, en tant que parti politique et sans doute qu'une partie de la société civile, on a un bilan à faire sur nos modes d'action qu'on doit actualiser. Il y a des inspirations à prendre par rapport à des campagnes qui ont fonctionné, que ce soit la loi du plomb, que ce soit d'autres campagnes. Et moi, je suis convaincue qu'une grosse campagne de mobilisation sur le problème de la fast fashion fonctionnerait aujourd'hui parce qu'il y a cette conscience qui est là. Et que si on recueille des soutiens citoyens, des signatures avec une telle action, ça mettrait la pression politique aussi sur la Commission européenne, la France et sa loi pour avancer. Je suis convaincue de ça. Il faut trouver le bon créneau. Voilà, un peu brossé des réponses. On arrive tout doucement à la fin. J'espère que ça ne fait pas de frustrer, mais on a 1 heure encore de discussion informelle, boire un coup, se détendre, digérer un peu tout ce qu'on vous a fait ingérer ici comme informations, qui ne sont pas nécessairement évidentes, mais vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se bougent, que ce soit les syndicats, que ce soit quelque part aussi un milieu économique et de recherche qui est menacé aujourd'hui par les mesures budgétaires en Belgique, en France et ailleurs, et qui doit être soutenu parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, par des ONG, la société civile, des organisations comme Amis de la Terre, Hashtag, Fashion Revolution. Il y en a plein. Donc si vous avez envie de vous engager, et que cette envie n'est pas politique, parce que sinon vous savez où vous pouvez frapper, mais il y a plein de manières de s'engager sur cette thématique-là spécifique du textile, sur plein d'autres sujets aussi, évidemment. Mais donc, voilà, c'est ce soir l'occasion aussi de se rencontrer, de se parler. Il y a un QR code qui apparaît si vous avez envie d'être informé de mon actualité politique. Vous savez que le règlement de protection des données, auquel on tient très fort, ne m'autorise pas à collecter vos adresses de facto. Donc, si vous voulez être informé, n'hésitez pas à vous inscrire. L'étude d'Audrey est aussi sur mon site. Elle est sur mes réseaux. Donc, si elle vous intéresse, bien sûr, c'est là que vous pourrez aller la consulter.
Ces autres bouquins, Livre noir de la mode, l'Odyssée d'Abdoul, sont aussi des ressources vraiment intéressantes. Je pense que j'ai tout dit. Je me tourne vers mon équipe, que je remercie au passage 1000 fois, parce que, à nouveau, tous ces moments collectifs ne seraient pas possibles, ce travail législatif de fond non plus, de cette manière-là et de cette ampleur-là, sans eux. Donc, merci Olivier, merci, Camille. Merci. Merci aux équipes techniques aussi, aux interprètes d'être restés avec nous. Merci à vous de vous être déplacés en ce jour de grève nationale pour venir au Parlement européen. Et voilà, maintenant, let's talk. Merci.